Si vous êtes intéressé par les ETF mais que vous ne savez pas comment les choisir, alors vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Car je vais vous présenter les 7 critères essentiels à prendre en compte pour sélectionner un ETF. En respectant ces critères, vous serez parfaitement capable de construire un portefeuille d'ETF diversifié et adapté à vos besoins, tout en évitant les erreurs fréquentes et coûteuses que commettent souvent les investisseurs débutants. Mais avant ça, si vous ne me connaissez pas, je suis Léa BS, investisseuse pour compte propre depuis 2021. Je travaille également pour un analyste financier indépendant que vous commencez à bien connaître maintenant, Michael, depuis 2022. Et sur cette chaîne, vous le savez, on parle de finances perso, d'investissement de long terme et plus largement d'argent. Alors si tous ces sujets vous intéressent, pensez à vous abonner pour ne manquer aucun des prochains contenus, à laisser un petit pouce en l'air et à partager cette vidéo avec un ami parce que ça nous aide énormément à faire découvrir la chaîne par de nouvelles personnes et à la faire grandir. Ceci dit et sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Le premier critère à regarder pour sélectionner un ETF, ce sont les frais. Les frais sont l'un des critères les plus importants pour sélectionner un ETF. Ils sont souvent exprimés en TER, Total Expense Ratio. Et ces frais sont déduits automatiquement de la performance de l'ETF chaque année. Donc vous comprenez bien que plus ils sont élevés, plus les performances de votre ETF seront réduites. Alors pour des ETF classiques répliquant de larges indices comme le MSCI World, le S&P 500 ou le Stoxx 600, des frais inférieurs à 0,30% sont idéaux. Cependant, pour des ETF plus spécifiques, thématiques, par exemple portant sur des marchés émergents ou un secteur très niché, les frais peuvent parfois atteindre 0,60%, 0,70, 0,80. Au-delà, ça commence à devenir beaucoup et vous pouvez accepter de payer ces frais plus élevés si vous êtes convaincu que ces ETF donc très nichés et spécifiques vont surperformer des ETF répliquant de plus larges indices avec des frais plus bas. Cependant, dans la mesure du possible, essayez toujours de privilégier des ETF avec les frais les plus bas possibles pour maximiser vos rendements à long terme. Le deuxième critère à regarder pour sélectionner un ETF, ça va être la liquidité. La liquidité, elle mesure la facilité avec laquelle vous allez pouvoir acheter ou vendre des parts de l'ETF en question sans subir de pertes à cause de l'écart entre les prix d'achat et les prix de vente qu'on appelle le spread. Elle dépend principalement de l'encours de l'ETF ou autrement dit du montant total investi dans l'ETF en question. Un ETF qui réplique les performances de larges indices est considéré comme liquide à partir d'un encours de 100 millions d'euros. Vous pouvez accepter des ETF avec un niveau d'encours un petit peu plus faible pour des ETF spécifiques, thématiques, très nichés, mais essayez de choisir des ETF qui ont un niveau d'encours au moins supérieur à 50 millions d'euros. Pour mesurer la liquidité d'un ETF, vous pouvez aussi regarder les volumes d'échanges journaliers. Plus ils sont élevés, plus la liquidité est bonne. Le troisième critère à regarder pour sélectionner un ETF, ça va être la transparence de l'ETF. Un bon ETF doit être transparent sur sa composition et ses caractéristiques. Et pour savoir si un ETF est transparent donc sur sa composition et ses caractéristiques, il vous suffit de vous rendre sur le site de l'émetteur de l'ETF, donc Lyxor, Amundi, BlackRock, de cliquer sur l'ETF qui vous intéresse et vous pourrez y consulter des informations comme les principales entreprises détenues par l'ETF, les secteurs et zones géographiques couvertes, les performances passées et surtout vous y retrouverez également les frais. Évitez à tout prix les ETF dont la composition est difficile à comprendre ou dissonne avec le nom de l'ETF. Et prenez toujours le temps, même si c'est parfois un peu barbant, de consulter les documents réglementaires tels que le DICI, le document d'information clé pour l'investisseur que l'émetteur doit impérativement mettre à votre disposition sur son site. Le quatrième critère à regarder pour sélectionner un ETF, ça va être le tracking error qui va mesurer l'efficacité de l'ETF. Le tracking error, il va mesurer l'écart entre la performance de l'ETF et de l'indice qu'il réplique. Donc un tracking error faible va signifier que l'ETF il réplique fidèlement l'indice sous-jacent et un tracking error élevé va être un mauvais signal, ça va indiquer que l'ETF ne réplique pas fidèlement l'indice sous-jacent. Préférez toujours les ETF avec un tracking error inférieur ou égal maximum à 1% pour limiter les écarts de performance et au-delà éviter. Le cinquième critère pour choisir un ETF, ça va être la diversification. En général, quand on investit dans un ETF, c'est pour diversifier son portefeuille à moindre coût, pour diversifier géographiquement ou sectoriellement. Donc assurez-vous toujours que l'ETF comporte un nombre de sociétés assez important et évitez les ETF extrêmement concentrés sur très peu de sociétés. Quand vous avez le choix, préférez toujours des ETF couvrant de larges indices, de larges zones géographiques avec un nombre d'entreprises élevé plutôt qu'un petit nombre d'entreprises. Un ETF monde par exemple comme le MSCI World ou l'ACWI peut inclure jusqu'à 1500 sociétés, tandis qu'un ETF thématique ou ultra niché va pouvoir inclure qu'une trentaine de sociétés, donc il sera moins diversifié et plus risqué que l'ETF monde par exemple, ou un ETF plus large comme le S&P 500 ou le Stoxx 600 ou même un ETF sectoriel moins niché. Donc si vous débutez et que votre objectif est de diversifier votre portefeuille à moindre coût,
et de réduire les risques, privilégier les ETF vraiment couvrant de larges indices. 6e critère à regarder pour sélectionner un ETF, ça va être s'il est à capitalisation ou à distribution, s'il est capitalisant ou distribuant. Les ETF capitalisants réinvestissent automatiquement les dividendes perçus dans l'ETF, donc ça va augmenter la valeur de vos parts. Ils sont idéaux si vous n'avez pas besoin d'une rente immédiate et que vous êtes en phase d'accumulation, de construction de patrimoine et pas en phase de retraite. Les ETF distribuants, eux, ils vont verser les dividendes directement sur votre compte. Ils sont idéaux si vous êtes en phase de rente, en phase de retraite et que vous avez besoin donc d'un revenu pour couvrir vos dépenses mensuelles. Il faut également faire attention pour optimiser la fiscalité à l'enveloppe dans laquelle vous détenez l'ETF. Pour des comptes titres ordinaires, on préférera toujours des ETF capitalisants que des ETF distribuants, parce que sinon on devra déclarer à chaque fois les dividendes qu'on perçoit chaque année sur le compte titre ordinaire. Donc il vaudra mieux y détenir des ETF capitalisants, et dans des enveloppes comme le PEA ou PEA-PME, on peut se permettre de détenir des ETF distribuants. Et enfin, le 7e et dernier critère à regarder pour sélectionner un ETF, ça va être son mode de réplication, à savoir si c'est un mode de réplication physique ou synthétique. Les ETF à réplication physique vont acheter et détenir réellement les actions de l'indice qu'ils vont répliquer. Ils sont considérés généralement comme plus transparents et moins risqués que leurs homologues, les ETF à réplication synthétique. Les ETF à réplication synthétique, eux, utilisent des produits dérivés qu'on appelle des swaps, des contrats passés avec des intermédiaires financiers pour répliquer l'indice suivi. Ils vont offrir une aussi bonne diversification que les ETF physiques, mais ils vont présenter un risque de contrepartie puisqu'il va y avoir des intermédiaires supplémentaires. Si vous avez le choix, il vaut donc mieux préférer les ETF à réplication physique, mais parfois dans des enveloppes fiscales comme le PEA, si vous voulez vous exposer aux États-Unis ou au marché émergent, eh ben, vous n'aurez pas d'autre choix que de choisir des ETF synthétiques puisque les actifs éligibles au PEA doivent impérativement avoir leur siège dans l'Union européenne, dans un pays de l'Union européenne, et donc pour s'exposer aux États-Unis ou au marché émergent, les émetteurs d'ETF passent obligatoirement des contrats avec des intermédiaires financiers, des swaps pour répliquer les indices américains ou marché émergent. Donc pour résumer, les 7 critères à regarder pour choisir, sélectionner un ETF, ce sont en premier lieu les frais, ensuite la liquidité, la transparence de l'ETF, donc sa composition, le tracking error qui doit rester le plus faible possible, la diversification, le type de l'ETF, capitalisant ou distribuant, et le mode de réplication physique ou synthétique. Maintenant, pour vous donner un exemple, on va passer ensemble sur mon écran et se rendre sur le site de plusieurs émetteurs pour trouver un ETF S&P 500 éligible au PEA. Et on va essayer de trouver celui qui respecte le plus les 7 critères. On va aller sur le site d'Amundi. Je me rends donc je clique sur Action puisque je cherche un ETF qui veut répliquer du coup les performances du S&P 500. Je veux qu'il soit éligible au PEA. Voilà, donc je vais aller voir ce qu'on me propose. Donc on me propose plusieurs ETF S&P 500. Je vais donc un petit peu regarder. Je veux non hedgé, donc je vais sélectionner celui-là. Donc on va regarder au niveau des frais, on est bon. Puisqu'on est à 0,25%, on est en dessous des 0,30%. Au niveau de l'encours sous gestion, on est plus que bon, puisque on est au-delà de 100 millions d'euros. Au niveau du mode, au niveau du mode du type capitalisation et ou distribution, apparemment, il y a les deux. Donc après, tout dépend de l'enveloppe dans laquelle vous voulez détenir. Au niveau de sa transparence, la composition, donc ici on retrouve bien les 10 entreprises principales détenues par l'ETF. Il est transparent sur sa composition. On a également donc, on va regarder un petit peu aussi les performances pour voir si on arrive à voir le tracking error. Les performances de l'ETF collent très bien, voilà, très près à l'indice de référence, donc c'est un bon point. On regarde un petit peu les performances passées qui sont satisfaisantes. Et donc ça pourrait être un ETF donc éligible donc à ce qu'on recherche. On va juste vérifier là, ça doit être s'il est éligible au PEA, donc c'est que il est normalement synthétique.
Maintenant, on va se rendre donc sur le site de BNP Paribas pour vérifier du coup son ETF S&P 500, si les critères sont aussi respectés. Hop, accepter. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, un ETF S&P 500 capitalisant, la devise euro, ok, ça c'est ok. Les frais sont inférieurs donc à ceux d'Amundi, puisqu'ils sont de 0,13%, il me semble. Les performances, maintenant, on va voir un petit peu ce que ça donne. Le tracking error est assez faible aussi. Maintenant, ce qui serait décisif, ce serait le niveau d'encours de l'ETF pour faire mon choix. Il est bien transparent sur sa composition. Donc, on a ici les 10 principales. On peut voir ici les 10 principales positions de l'ETF. La répartition sectorielle. Le niveau d'encours est OK, tout comme celui de Amundi. Et les frais sont plus bas. Donc, a priori, à choisir entre les deux, je choisirais le BNP Easy S&P 500 UCITS ETF euro si je devais donc choisir un ETF éligible au PEA. Est-ce qu'il est éligible au PEA celui-là ou pas? Normalement oui. Donc voilà. Si vous débutez en bourse, commencez par un ETF bien diversifié qui réplique les performances de larges indices avec des frais bas, une bonne liquidité. Si vous avez le choix, privilégiez le mode de réplication physique. Si vous n'êtes pas en phase de retraite et que vous investissez à travers une enveloppe comme le compte titre ordinaire, privilégiez aussi un ETF capitalisant au lieu de distribuant pour optimiser votre fiscalité. Et maintenant, faites-moi savoir dans les commentaires quels sont les critères que vous considérez comme les plus importants que vous regardez pour choisir un ETF. Si cette vidéo vous a été utile et que vous avez appris quelque chose de nouveau, pensez à laisser un petit like car ça ne coûte rien et ça aide la chaîne à être découverte par de nouvelles personnes. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucune des prochaines vidéos à venir. Vous pouvez également, en cliquant sur le premier lien en description de cette vidéo, vous abonner à la lettre confidentielle de valeur, qui est une newsletter que Michael envoie tous les 15 jours, dans laquelle il décrypte pour vous une actu financière sans jargon pour que vous sachiez comment y réagir. Il analyse fondamentalement plusieurs actions et vous donne son avis dessus. Il vous amène dans les coulisses de sa vie d'analyste financier et d'entrepreneur. C'est tout pour aujourd'hui, c'était Léa BS et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.